Donc je voulais faire comme ça brièvement, rapidement, parce que j'avais envie de vous dire qu'en ce moment je me concentrais sur la philosophie et que c'est un aspect de ma vie que je ne nie pas. Je suis un philosophe dans l'âme, on va dire, même si je ne pratique pas la philosophie comme métier. Et je voulais vous dire que pour moi la philosophie c'est la science de l'être, alors que toute science en général c'est plutôt la science de l'avoir. C'est-à-dire qu'on regarde la matière, par exemple, ce qu'on a, un corps, des os, du sang, ce qu'on a, des objets, alors que ce qu'on est, c'est ce qui caractérise notre conscience, justement. Et la philosophie est l'étude de ce qu'on est, de l'être, et non de l'avoir. Alors la question c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert de philosopher? À plusieurs choses. Déjà, quand on philosophe pas, on vit dans une vie étriquée. On vit conditionné par un processus mental. C'est très rare, euh, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein. C'est très rare quelqu'un qui ne philosophe pas et qui a une conscience élevée. En général, ça va de pair. La conscience élevée va avec les philosophes. Parce que quand on philosophe, on transcende qui on croit être pour devenir qui on est réellement. La philosophie sert à ça. Ça sert à transcender la matière pour devenir l'imatière, c'est-à-dire la conscience. Et je pense donc je suis de Descartes n'est valable que si on ne se prend pas pour soi, c'est-à-dire pour l'ego. Donc je pense donc je suis le soi, ça c'est vrai. Je pense donc je suis moi, ça c'est faux. Donc je ne sais pas si Descartes voulait dire je pense donc je suis le soi. Peut-être que oui, j'espère que oui. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le fait de penser prouve qu'il y a la conscience supérieure. La conscience qu'on a l'habitude, qu'on est usuellement en train dont on parle usuellement, c'est la conscience du mental. C'est-à-dire la conscience de notre vie étriquée, conditionnée, cloîtrée, dans une vision minimaliste de l'existence, microcosme de l'existence. Je vais vous donner un exemple. Là, ici, je me situe dans une pièce. Il y a un lit derrière moi, une lampe là, il y a ma tête, mes cheveux, mes oreilles. Voilà. On peut tout séparer, ce qu'il y a dans cette pièce. Mais le philosophe a pour caractéristique de ne pas séparer. Enfin, le vrai philosophe, hein, j'entends. Il a pour caractéristique de tout unifier. Si j'unifie tout ce qu'il y a autour de moi avec moi, c'est-à-dire que si je vous dis de regarder par exemple l'écran, mais que l'écran que vous regardez, vous l'unifiez avec le reste qu'il y a autour de lui, alors vous ne faites plus de séparation entre l'écran et le reste de votre pièce. Et votre pièce, vous ne la séparez pas avec ce qui n'est pas votre pièce. Donc en réalité, vous ne séparez pas les objets. La conscience unifie, alors que la petite conscience, la conscience du mental en fait, elle dissocie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et c'est très important de faire la distinction, le distinguo, de l'esprit analytique de l'esprit contemplatif. Quand vous contemplez quelque chose, vous le mettez dans votre cœur, vous l'unifiez avec votre âme. Quand vous analysez quelque chose, vous séparez tous les éléments qui le composent, ou une partie des éléments qui le composent, avec votre mental. Le problème de la séparation, c'est qu'on ne prend plus conscience de l'unité. Il y a une unité. Cette unité, si on fait abstraction de l'unité pour voir que ce qui est séparé dans l'unité, qu'on décortique tout, qu'on nomme tout, qu'on identifie tout, on ne voit pas le flux en conscience de transformation qui est l'unité, qui est la réalité. La réalité n'est pas matérielle. Alors vous allez me dire, mais si elle est matérielle, il y a des objets. Quand je touche ce mouchoir, on le touche, on le perçoit. Oui, c'est vrai. Mais il y a une différence entre la perception du toucher et la matière. Pas parce que votre conscience perçoit la matière que la matière existe, telle qu'on la perçoit, justement. Mais c'est là qu'il y a l'illusion. C'est là qu'il faut retourner le cerveau. C'est parce que nous avons conscience de la matière que la matière, on croit qu'elle existe. Mais c'est parce que la conscience de la matière que nous avons, c'est une conscience mentale. Parce qu'on se dit, comme je perçois ça, alors ça existe. C'est pas. euh, c'est un raisonnement logique, mais il n'est pas logique si on l'approfondit. Parce que si on zoome avec la constante de Planck, si on zoome sur la matière, on se rend compte que la matière est diluée et qu'il n'y a plus de matière.
Alors pourquoi on se dit que la réalité est tangible et matérielle? Pourquoi on se dit que la réalité matérielle est tangible? Puisque quand on zoome, la matière disparaît. Ce n'est complètement illogique. Il faut donc se rendre compte que le fait de zoomer ne change pas la réalité. Quand on zoome, on voit la réalité de manière plus véridique. Puisqu'une fois qu'on a zoomé dans la matière, on voit qu'elle n'existe pas, qu'elle transparaît. Ça veut donc dire que l'existence de la matière est infondée. C'est pour ça que je vous dis que la philosophie est très importante. Quand vous vous rendez compte que la matière n'existe pas, vous percevez le monde totalement différemment. Vous vous dites, oui, je touche mes deux mains. Oui, il y a une limite quand je touche mes deux mains. Cette limite est une perception de la petite conscience. La grande conscience, elle va au-delà de cette limite. Elle transcende la matière pour se rendre compte qu'elle est libre arbitre, qu'elle est choisissante, qu'elle est responsable. Et la conscience nous permet d'être responsables, choisissants et libres. Très important dans une société qui devient de plus en plus matérialiste, qui a envie de se transhumaniser par la robotique, par le matérialisme déterministe, et j'en passe. Enfin bon. Il ne serait-ce que la matière, on en a besoin pour vivre. Car on incarne la matière. Je ne dis pas le contraire. Mais cette matière qu'on incarne, on peut la transcender par la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire transcender? Ça veut dire dépasser la limite de la matière. Si vous dépassez la limite de la matière par l'esprit, vous n'allez pas avoir des pouvoirs sur la matière. Vous allez avoir un pouvoir décisionnel et de responsabilisation par rapport à cette matière. Vous n'allez pas être l'objet d'un mécanisme, comment on pourrait appeler ça, déterministe, d'un mécanisme. Vous n'allez pas être la conséquence de choses qui sont déterminées par le passé. Vous allez être, au contraire, libre de recevoir des informations du futur potentiellement changeantes selon votre état d'esprit. Vous changez votre futur, ce qui est logique. Le futur est en constante transformation, comme le présent est en constante transformation, comme le passé, lui, on ne peut pas dire qu'il est en constante transformation, mais pourtant on le change, ce passé, par l'épigénétique. Mais ça, je ne veux pas trop en parler parce que j'ai pas trop de certitude là-dessus encore. Pour moi, le passé est fixe, mais on a tendance à pouvoir prouver qu'il n'est pas fixe, le passé, et qu'il change constamment. Et que ce sont des mémoires qui sont, entre guillemets, fixes. La mémoire du passé est, entre guillemets, fixe, mais le passé lui-même change constamment. Voilà. Mais tout ça, c'est une philosophie encore plus ardue, et je ne voulais pas trop en parler parce que ça me dépasse moi aussi. Mais j'en parle, parce que bon, voilà. Donc si vous vous posez la question d'où ça sort, toute cette théorie que j'énonce, dont je ne connais même pas le fondement, j'ai écouté beaucoup en ce moment Philippe Guillemant. C'est une personne intéressante, très intéressante, qui fait à la fois de la science et de la spiritualité et qui concilie les deux. Comme je suis philosophe dans l'âme, j'adore ce qu'il dit et ça me passionne énormément parce que j'aime bien la science aussi et j'aime bien la philosophie. Donc ça va très bien pour ma psychologie. Je voulais vous partager ça. Voilà. Après, c'est moi qui fais ma propre synthèse, ma propre expression. C'est moi qui exprime ce que je ressens et ce que je pense de ces discours. Mais le simple fait qu'il y ait une rétroaction du futur sur le présent et une action du passé sur le présent, c'est déjà incroyable. Parce que ça veut dire qu'on est influencé à la fois par notre passé de manière déterministe et à la fois par le futur de manière indéterministe. Parce que le futur étant potentiellement changeant, le futur nous influence dans ce potentiel changeant. Ça veut dire qu'on a un libre arbitre sur le futur et que le futur nous modifie. Je vous laisse, bye.